Il y a une vision, hein, mais franchement, réussir à rendre aussi chiant un film de loup-garou d'1h40, les gars, c'est quand même un exploit, hein. Bonjour à tous les amis, Wolfman. Wolfman, c'est un film que j'attendais vraiment. Et quand j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était après l'énorme ratage du film La Momie. Vous savez, le film avec Tom Cruise, qui effectivement est quand même un sacré navet. Et ce film l'avait complètement anéanti l'idée du Dark Universe, c'est-à-dire voilà les films produits par Universal où on retrouverait tous les monstres typiques genre Universal Monsters. Après La Momie, il y a une sorte de petit reboot. Ils ont vraiment repensé tout leur univers et le but c'était de donner des films à des auteurs plus prestigieux et faire des films un peu moins ambitieux, des films un peu moins chers. Et on parlait de Ryan Gosling dans le rôle principal d'un film de loup-garou, Wolfman, qui serait réalisé par Derek Cianfrance, qui est un cinéaste que j'aime assez, qui est à l'origine du super Blue Valentine, sauf que 2 ans plus tard, le projet subit un énième changement et c'est donc Leigh Whannell qui va passer à la réal de Wolfman. Et Leigh Whannell, les gars, je suis quand même assez mesuré sur ces films. Par exemple, j'aime beaucoup Upgrade. Upgrade, pour moi, ça fonctionne. C'est vraiment un gros divertissement bourrin ultra généreux, ultra bien foutu avec une vraie mise en scène bien dynamique qui ne révolutionne rien, hein, mais Upgrade, je trouve qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il le fait très bien. Et je suis bien plus mesuré sur, d'abord son Insidious 3 qui est quand même assez ridicule, et sur son homme invisible, qui était intéressant sur le papier, notamment via les thématiques que le point de vue féminin porté par Elisabeth Moss, ce point de vue permettait de traiter de nombreuses thématiques qu'on pensait pas forcément voir dans un remake de l'homme invisible, mais honnêtement les gars, c'était quand même un film qui manquait cruellement de rythme, de générosité, de subtilité, enfin, je trouve que c'était quand même un film assez plat, et qui surtout, ne dépassait jamais son concept, quoi. Enfin, une fois qu'on a compris de quoi nous parle le film, et que la première surprise est passée, on a quand même 1h40 assez plate, quoi. Du coup, Wolfman, j'avais quand même un peu peur. Si c'était aussi bourrin, aussi généreux, aussi direct qu'Upgrade, je signe dès demain. Mais le résultat, il a quand même un peu le cul entre deux chaises, hein. Can you understand me? Bon alors, comme d'habitude, pas de spoiler. Le but c'est que vous puissiez continuer à regarder cette critique même si vous n'avez pas vu le film. Je vais aussi faire attention aux images que je vais montrer, elles sont toutes tirées de la bande-annonce, et je vais rien dévoiler de l'histoire qui ne soit pas le synopsis officiel, puisqu'en fait on va plutôt parler de cinéma et de mise en scène plutôt que de narration, parce que c'est plutôt en termes de cinéma et de mise en scène que le bas blesse. Mais que nous raconte Wolfman? Écoutez, on va suivre Blake, qui est interprété par un Christopher Abbott qui manque cruellement de charisme, on va y revenir, et qui joue ici un père de famille qui du coup déménage avec sa femme Charlotte et sa fille Ginger, fille qui s'appelle donc exactement comme le personnage principal d'un des meilleurs films de loup-garou qui existent, c'est-à-dire Ginger Snaps, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et ça par contre c'est le genre de détail qui fait bien plaisir. Bref, il déménage dans la maison d'enfance de Blake suite à la disparition de son père. Bon, vous connaissez l'histoire, rapidement Blake va se faire attaquer par une bestiole, et il va commencer à se transformer en une bête horrible, dangereuse, quasi animale, enfin voilà, il va céder à sa part d'animalité. Bon, film de loup-garou, plutôt classique sur le papier, qui permet de traiter des thématiques hyper emblématiques des films de loup-garou qui existent depuis 100 ans. Et vous savez, là où il y a un vrai problème dans Wolfman, c'est qu'en fait, Leigh Whannell en fait des caisses, les gars. Et il traite exactement, comme je l'ai dit, des 1000 thématiques que 1000 autres films de loup-garou avant lui, sauf qu'il les traite comme si c'était un génie qui venait de découvrir toute la symbolique que les films de loup-garou transportent. Et du coup, Wolfman, très vite, il a un peu cet air du... En fait, ça me fait penser à un gars en soirée. Vous connaissez tous ce mec, il est un peu bourré et il te balance 100 000 banalités et il les énonce avec un ton de petit génie comme s'il venait de résoudre un théorème scientifique ultra complexe. Alors que vraiment ce qu'il te dit c'est les pires banalités du monde. Wolfman c'est un peu ça, et je peux vous dire que ça alourdit quand même énormément un film qui avait pas forcément besoin de ça. Hein. We were attacked. I think my husband was infected. En fait, je crois que je commence à en avoir ras-le-bol, surtout après Nosferatu, en vrai, de ce genre de film qui se fait vraiment flinguer par son cinéaste. Un cinéaste ultra envahissant, qui semble presque refuser toute notion de divertissement, en se cachant derrière ce qui effectivement aurait pu être une bonne idée. Mais en fait, tu le traites avec un premier degré tellement rédhibitoire. Et Wolfman, il y a beaucoup de ça. Et je m'explique là-dessus. Par exemple, Wolfman, en vrai...
Sur plusieurs aspects sur lesquels je vais revenir, il se rapproche plutôt d'un Lamouche cheap que d'un film d'horreur à proprement parler. Sauf que Wolfman, il sait pas trop quoi faire des thématiques surpuissantes qu'utilisait à merveille David Cronenberg et dont il se servait pour te livrer des scènes d'une fatalité tragique hallucinante, sans jamais pourtant avoir peur du too much, parce que Lamouche, dans le genre too much, je veux dire, ça va vraiment au bout de son sujet, quoi. Mais je veux dire, on avait un film aux séquences magnifiques, un film qui rejouait La Belle et la Bête, saupoudré d'un peu de King Kong, bercé par une musique géniale de Howard Shore, et qui vraiment poussait toutes ces thématiques à l'extrême. Wolfman, c'est pas ça, hein, les gars. Wolfman, c'est un film lent. On s'attendait à autre chose en voyant la bande-annonce, mais Wolfman, c'est un film lent. C'est un film qui est rempli de chemins détournés, très superficiels, qui finalement brisent le rythme, et qui vont annihiler tout le fun potentiel que pouvait avoir ce genre de film, c'est-à-dire une traque d'une famille contre une grosse bestiole. Alors évidemment, le thématique du loup-garou engendre en elle un vrai potentiel hyper tragique. Je veux dire, la personne qui essaie de te tuer, qui est en train de céder à sa part d'animalité, est un être humain que tu as aimé et qui n'est plus vraiment un homme. Mais des films qui traitent de ça, sans jamais oublier d'être ultra divertissants, mais il y en a 1000. Et même son homme invisible, en vrai, même son homme invisible avait quand même quelques séquences terrifiantes et quelques séquences assez redoutable. Mais dans Wolfman, les amis, c'est quand même vraiment un encéphalogramme hyper plat, quoi. Parce que le film ne peut même pas compter sur la mise en scène de Leigh Whannell pour apporter un peu de folie. Et en fait, ça, c'est le grand problème pour moi de Wolfman. Il oublie tout le potentiel jouissif de ce sujet. Et les gars, pourtant, merde, je veux dire, Leigh Whannell, on sait qu'il est capable d'une mise en scène ultra dynamique, il est capable d'aller au bout de son concept dans l'action, il est capable de filmer des scènes d'action magnifiquement découpées. Upgrade, les amis, c'est ça, hein. Upgrade, il y a vraiment, dans les scènes d'action, un dynamisme et même une espèce de petite folie. On ne s'interdit rien, la caméra est ultra mobile, elle virevolte partout, mais ça reste toujours lisible. Enfin, il y a une vraie science de la mise en scène de l'action et de la générosité dans Upgrade. Mais le truc, c'est que là, on sait pas trop pourquoi, Leigh Whannell décide dans Wolfman que c'est un auteur génial, et cette folie dans la mise en scène, à aucun moment tu vas de la retrouver, parce que là, justement, en fait, il adapte sa mise en scène à son sujet, qui est très autoriste, et on dirait qu'il se restreint. En fait, il reste extrêmement sage, il s'enferme presque lui-même dans un découpage assez lisse, et presque assez pesant, en tout cas sans aucune folie, et je veux dire, ce qui était censé, et ce qui aurait pu et dû être des séquences fortes dans Wolfman, n'en sont pas, parce que la mise en scène est très académique, et très illustrative, et que ouais, il y a pas de séquences fortes, je veux dire, même dans le Wolfman de Joe Johnston, les amis, des séquences fortes, des séquences un peu folles, des séquences marquantes, il y en avait. Je pense au moment où le loup-garou se transforme en plein Londres et défonce tous les scientifiques un par un. Je veux dire, putain, ça c'est jouissif, ça c'est un peu orgasmique. Là, ton film, d'un coup, ça fait un pic d'intérêt, ça donne une vraie séquence. Wolfman, il y a aucun moment où j'ai ressenti ce petit pic d'adrénaline, quoi. Et résultat, les gars, on est devant un film de loup-garou qui dure 1h43, et les gars, on regarde sa montre, quoi. On regarde sa montre et on ne peut qu'assister à un film qui vraiment est beaucoup trop bavard et beaucoup trop pas poseur, c'est pas poseur dans la mise en scène, on n'a pas le même problème que Nosferatu, mais juste, ça se regarde vraiment le nombril, quoi. Et ça se pense beaucoup plus génial et novateur que ça ne l'est. Parce que, putain, les gars, t'es 1941 et le Wolfman de l'Universal Monsters, on les avait, ces questions-là, quoi. Et il y a juste zéro plus-value dans ce Wolfman moderne. La dualité homme-animal, mais aussi les interrogations psychanalytiques, la confrontation de l'homme moderne et complètement inflexible, qui d'un coup se retrouve complètement confronté au fantastique, la transformation corporelle digne d'un pur body horror et qui met en danger la famille. Tout ça, on l'avait dès 1941. Sauf qu'en 1941, les amis, l'écriture, elle était simple, et les thèmes que je viens de citer là, ils étaient traités par le biais de l'action plutôt que par de longs dialogues, ou par des séquences qui, on ne sait pas pourquoi, essaient d'aller à fond dans l'émotion alors que ça ne marche pas, déjà parce que les personnages, en vrai, on s'en fout un peu, et je vais vous parler du jeu de Christopher Abbott parce que c'est un désastre, et parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, en fait. Et en 1941, voilà, toutes ces thématiques-là, elles passaient par l'univers, avec ce petit village au milieu des bois, cette ambiance de légende et de mythe, enfin vraiment, il y avait une ambiance géniale dans le Loup-garou de 1941, qui est pourtant pas un grand film, et qui est loin d'être le meilleur Universal Monsters, hein. Mais cette atmosphère, les amis, elle manque quand même cruellement dans le Wolfman 2025. Alors bon, est-ce que je suis sévère ?
Est-ce que j'y vais à fond? Est-ce que tout est acheté dans Wolfman? Non, tout n'est pas acheté dans Wolfman. L'aspect thriller, notamment, fonctionne quand même, hein, le temps de certaines scènes, et indéniablement, le film a aussi un beau savoir-faire technique. Et là, je pense notamment sur la partie sonore. Parce qu'en salle, vraiment, le design sonore est vraiment intéressant parce qu'il va à fond vers l'organique. Et là, il va à fond, vraiment, je veux dire. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a même pas de recherche de subtilité. Et tant mieux, je viens voir Wolfman, je veux pas de la subtilité. Et là, l'influence de la mouche sur les bruits très organiques est très présent, elle fait du bien. Sur le même point aussi, les effets pratiques, parce qu'il y a beaucoup d'effets pratiques, beaucoup plus de maquillage FX que d'infographie, et ça c'est assez intéressant. Bon, je sais que le design du loup-garou, il va faire jaser. Moi je trouve qu'il est assez, positivement dégueulasse et assez intéressant dans son côté presque humain et dans le côté très, maladie dégénérative de la lycanthropie qui effectivement, là aussi, nous rappelle complètement la mouche. Il y a aussi ce point de vue féminin qui, alors oui, dépoussière un peu le mythe et surtout ce point de vue, il permet à Julia Garner de nous livrer une très belle performance et de largement plus tirer son épingle du jeu que Christopher Abbott, les gars. Christopher Abbott, c'est cata, hein. Il a clairement pas le charisme nécessaire pour ce rôle, et plus que ça, il est extrêmement mal dirigé. Heureusement, dans le récit, qu'il laisse peu à peu la place à Julia Garner. Mais là, l'inspiration de la mouche, elle aurait pu être intéressante dans la direction d'acteur. Parce que vous voyez Jeff Goldblum dans la mouche, mais même avant la transformation, je veux dire, regardez ce regard, regardez sa manière de parler, regardez sa manière d'interagir avec les autres. Je veux dire, on sent qu'il est bizarre, qu'il est gênant, qu'il est un peu malsain. Je demande même s'il est pas complètement malade. Il y a un truc dans son regard, bien avant même qu'il ne soit cette espèce de créature hybride. Il y a un vrai truc dans la direction d'acteur qui est assez malaisante en fait, et qu'on retrouve jamais chez Christopher Abbott. Et en fait, voilà, moi ce que je trouve fou, c'est qu'on a un film qui se laisse bouffer par des thématiques pourtant évidentes, qu'on a déjà vues, qui ont déjà été traitées 1000 fois et souvent mieux, et qu'on refuse à ce point l'aspect pur film de créatures, monstres, généreux, divertissant, gore, qui fait plaisir. Je veux dire, même l'assez moyen Wolfman de Joe Johnston, il avait quand même, des séquences hyper gore, des séquences très organiques, des séquences très spectaculaires, tout en traitant exactement des mêmes sujets, mais juste sans se laisser bouffer, quoi. Je veux dire, toute l'histoire avec le père, les histoires quasi générationnelles qui se transmettent, par exemple, tout ça c'était déjà présent dans Wolfman, mais c'était presque, enfin dans le Wolfman de Joe Johnston, je veux dire, mais c'était presque ironique et parodique en fait, notamment avec le jeu de Anthony d'un Anthony Hopkins qui était quand même sacrément en roue libre. Hein. Mais c'était presque drôle, c'était presque... En tout cas, ça ne desservait pas le récit parce que c'était pas traité de manière pompeuse et comme si t'avais inventé la poudre, quoi. Du coup, ça passait beaucoup mieux. Ici, alors il y a des intentions louables, je le reconnais, mais on est face à un film qui aurait quand même mérité 1000 fois, et même en termes de mise en scène et de générosité dans la mise en scène, il aurait 1000 fois gagné à être beaucoup plus simple, beaucoup plus brut, beaucoup plus direct, et plus généreux en fait, quitte à juste accepter son statut de divertissement. Du coup, moi j'ai un film bonus pour vous. Et c'est pas un film de loup-garou à proprement parler, parce que sur Intercut, on a déjà beaucoup parlé de films de loup-garou, il y a même pas 4 mois, j'ai fait une vidéo sur Ginger Snaps, par exemple. Du coup, ici, j'ai un film qui est assez différent, mais sur le papier, assez similaire finalement à ce qu'aurait peut-être pu et dû faire Leigh Whannell dans Wolfman. Et croyez-moi, de la folie, les gars, vous allez vous en bouffer, parce que ce film-là, c'est incroyable. C'est le film d'horreur Le Diable, réalisé par Andrzej Zulawski. Alors, dans Le Diable, on suit Jacob. Non, Jakub, pas Jacob. Et Jakub, c'est un mec pareil, hein. Encore une fois, on parle de direction d'acteur, là on est complètement là-dedans, et je vais même détailler ça. Mais c'est un mec, on le voit, on le devine en un regard, en un plan, il est complètement instable. Et il est emprisonné pour conspiration et se voit libéré par un étranger complètement mystique. Cet étranger, il semble tout savoir, tout connaître, le passé, le présent, le futur. Et cet étranger va le suivre dans une espèce d'odyssée à travers un pays qui est parcouru par une crise de folie. Un pays où tout n'est que violence, sexe, hystérie. Et cette folie va dépeindre sur notre héros qui commence à envisager que l'étranger, l'étrange bienfaiteur à ses côtés, ne soit en fait le diable en personne. Et ce film, alors lui par contre, il profite largement de la folie furieuse d'un Zulawski qui est en roue libre, hein, les gars. Il te balance une réalisation d'une liberté, mais vraiment exceptionnelle et virevoltante, et une réalisation où se succèdent des visions sataniques et ultra-violentes qui m'ont parfois même un peu fait penser, et dans le genre film libre aussi, ça se place là,
au diable de Ken Russell. Mais il y a vraiment une ambiance de folie furieuse et de chaos qui éteint sur chaque plan de Le Diable, qui a une espèce d'ambiance quasi mystique de littérature horrifique assez géniale, et il y a une direction d'acteur où vraiment chaque personnage, sans pourtant avoir besoin de mots, sans avoir besoin d'en faire des tonnes, semble hyper malade, semble juste possédé, semble profondément dangereux, et on sait que ça c'est la spécialité de Zulawski, je veux dire, repenser à Gianni dans Possession, c'est la scène la plus connue. Mais Le Diable, les amis, dans la direction d'acteur et dans la folie que déploie Zulawski par sa réalisation, il fait passer Possession pour un petit film sage et classique. Et vous voyez cette ambiance, cette réalisation, cette incapacité totale à prévoir de quoi sera faite la prochaine péripétie, ou même de quoi sera fait le prochain plan. C'est peut-être ça qu'on aurait pu et dû avoir dans Wolfman. Parce que là, il y a une vraie ambiance de littérature horrifique et fantastique. Là, on nage dans l'inconnu, là, on nage dans l'incompréhension, et alors il y a des thématiques ultra importante traitée à fond dans Le Diable, mais c'est pourtant, je trouve, bien plus divertissant que ce faux thriller très très sage, très très lisse et très classique que nous a livré Leigh Whannell. Voilà les amis, petite vidéo critique sur Wolfman qui... Il y avait quand même vachement mieux à faire, je trouve. Donc je suis un petit peu chafouin, mais c'est pas grave. On espère que Leigh Whannell retournera au côté très bourrin, très décomplexé de son upgrade pour son prochain film. On a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne et de sortir 2 vidéos par semaine. Chaque petit don aide énormément, donc si vous avez les moyens, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et on sort 2 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, nous, on se retrouve très bientôt. On se retrouve ce dimanche, en fait, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.